Pour Thierry et Brice, est-ce que vous avez prévu un temps d'exercice dans la deuxième demi-heure ou est-ce que vous êtes plutôt sur des présentations de patients? Brice passe une vidéo de 10 minutes, je crois, et j'ai un Ouh, exercice éventuellement si c'est ouais. souhaité. Vidéo 10 minutes, c'est long, non? Ah Et non, Ouais. je peux raccourcir, je peux montrer les 5 premières minutes si tu veux, c'est juste. J'espère surtout que sur Zoom, avec pas mal de gens connectés, j'espère que ça va être OK pour la bande passante. D'accord. On va voir. Par contre, pour que je passe la vidéo, il faudra que tu me fasses. Ouais, je te la passerai au dernier moment parce que sinon tout le monde va y avoir accès. Je me méfie des. Et en même temps, faut que je sois, je pense, administrateur pour pouvoir repasser en partage d'écran. Non? Non, Ah non, pas bon, besoin. parfait. Ok, top, top, top. Donc j'ai lancé la vidéo, ouais, c'est ok. Le passage de code pour Pascal. Bah écoutez, je vais rentrer tout le monde alors. Hop. Comment on fait, Pascal? Je présente Thierry, tu présentes Brice ou Mon frère, ouais? je connais mieux Thierry. Comment? Je connais mieux Thierry. Tu connais mieux Donc, Thierry, ok, on va faire l'inverse du coup. après, je connaîtrai Brice. Voilà. C'est Hellman Institute en anglais ou Institut Hellman France? Tu peux le dire en français, hein? Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Et ton DU, c'est sur Nice, c'est ça? C'est le DU d'hypnose opératoire à la fac de Nice, fac de chirurgie dentaire, hein, qui existe depuis 10 ans. Ok. Ok, très bien. Eh ben, c'est parti, je fais rentrer tout le monde. Hop. tu parles en premier, Brice? Bon, c'est nous qui commençons à vous poser des questions. Ah d'accord, ok, Mm, bon, d'accord, ok. mm. Bon. C'est un échange de toute façon, donc. Ouais. Euh, Rebonjour à ceux qui étaient présents ce matin. Bonjour aux personnes qui nous ont rejoints et qui vont continuer à nous rejoindre également cet après-midi. Euh, Avec Pascal, nous vous proposons donc cette deuxième demi-journée autour de la question de l'hypnose et du consentement, qui a été éclairée donc voilà, selon différents points de vue, différents contextes depuis ce matin, et on va continuer donc l'exploration avec deux personnes qui là aussi ont des expertises différentes et qui ont également des contextes de pratique différents, ce qui va permettre de pouvoir continuer à enrichir notre discussion. Je vais commencer par présenter Brice Lemaire. Brice, merci de nous avoir rejoints. Brice est d'abord chirurgien dentiste, c'est important, c'est la fonction principale, toujours en activité, et ça c'est super parce que parfois les activités se perdent. Donc voilà, avec une pratique clinique tout à fait actuelle. Également directeur de l'Institut d'Evelman pour la France, et à ce titre également donc partenaire de cette journée organisée auquel vous assistez. Et il est également responsable coordinateur du DU d'hypnose opératoire à la faculté de chirurgie dentaire de Nice. Et pour Thierry, c'est Pascal qui va assurer la présentation, me semble-t-il. Alors, Thierry, bienvenue. Mm. Thierry Savia, vous l'avez vu avec nous sur des conférences de la CCH. Il dirige l'Institut Hypnosia, l'Institut Hypnosia qui est organisateur aujourd'hui avec la CCH, avec Antoine. Thierry est psychiatre, hypnothérapeute, psychothérapeute. Il travaille sur l'hypnose orientée solution et plein d'autres choses. Et puis, naturellement, avec Antoine dans la revue Hypnose et sciences de la vie de chez Duno. Voilà. Bienvenue. Merci à tous les deux. On a ritualisé une première question pour nos intervenants depuis ce matin qui est assez simple pour lancer le débat. Comment chacun, dans votre place de praticien,
vous entendez la notion de consentement? Quelle définition vous y donneriez, comment, voilà, quel angle d'approche est le vôtre dans votre pratique? Donc, c'est à la fois une question attendue, générale et déjà complexe. Très bien. Qui commence, Thierry ou moi, comme tu veux. Je te propose de commencer, ça me conviendrait bien, Brice. Très bien, Ouais, parfait. si ça te va. Parfait. Alors, déjà, je dirais que c'est important avant d'étudier quoi que ce soit de bien le définir, sinon on ne sait pas ce qu'on va étudier. Il faut retourner peut-être à l'étymologie, hein. Je pense que ça a déjà été fait, mais euh, consentir, c'est sentir avec. C'est-à-dire, il y a cette notion d'acceptation, de liberté conscient ou subconscient, et là, ça devient beaucoup plus subtil comme liberté. Donc, il y a deux paramètres fondamentaux, la notion d'autoriser, d'accorder à soi, à autrui. Donc, ça implique, à mon sens, et de par ma pratique, une notion de confiance de la part du sujet, une notion éthique de la part de l'opérateur. Et l'hypnose, comme c'est un outil d'influence et comme on va, ce que j'appellerais inhiber le facteur critique, c'est-à-dire aller en transe, c'est vraiment lâcher prise pour aller dans cet espace de liberté intérieure, il faut qu'il y ait aussi un consentement à soi-même et à autrui. Et on sait que le seul ennemi de la transe et de la transe profonde, en ce qui me concerne au niveau opératoire, ça va être l'inhibition et la peur. Donc, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Et je pense que la notion de consentement, elle est vraiment au tout début de la pratique de l'hypnose. Voilà. Si on se réfère au magnétisme, évidemment, on est dans cette notion de ce qu'on appelait le rapport, mais je crois que c'est vraiment une donnée fondamentale qui, on va dire, gouverne à la fois la transe du début, au milieu et à la fin de la pratique hypnotique. Merci, Brice. Et pour ta part, Thierry? Alors, pour ma part, j'ai retravaillé un peu le terme que je n'avais pas tellement jusqu'à présent. Et donc, en tant que hypnothérapeute, donc je vais exprimer un point de vue un peu différent, c'est-à-dire que je crois la notion de consentement a émergé avec le stoïcisme en rapport avec l'acceptation vis-à-vis d'une autorité. Et en tant que psychothérapeute, je vais plutôt inverser les choses. C'est-à-dire que dans la perspective ericksonienne de donner du pouvoir au patient, je vais proposer de considérer que c'est plutôt le consentement du thérapeute dont il va s'agir. C'est-à-dire, en hypnothérapie, le patient exprime une demande avec possiblement un objectif et c'est le thérapeute, en tout cas dans ma pratique, qui va examiner s'il prend le mandat. Et donc, il va consentir ou non à accepter l'objectif demandé par le patient. Pour le dire autrement, dans une perspective ericksonienne où c'est le patient qui fait l'hypnose, qui est actif, qui demande l'hypnose, c'est plutôt le thérapeute qui va consentir ou non à travailler avec le patient. C'est comme ça, en tout cas, euh, enfin, c'est cette dimension-là que j'ai envie d'aborder au premier plan, parce que je pense que c'est une dimension essentielle dans la compréhension ericksonienne de l'hypnose. On a effectivement commencé à effleurer enfin, aborder cette notion effectivement ce matin, le consentement du thérapeute, le consentement également de l'équipe dans les pratiques, notamment au bloc opératoire. Et donc il y a cette notion qui effectivement émerge comme étant une notion importante, mais peut-être dans la ligne de ce questionnement, d'autre point de vue, peut-être de dire si effectivement le consentement est avant tout, je vais le dire comme ça, le consentement du thérapeute. À quel moment finalement le consentement du thérapeute rencontre le consentement du patient? À quel moment vois-tu la jointure, le croisement? Au risque de choquer un petit peu, mais la notion de consentement du patient n'intervient pas dans ma pratique. Euh, le patient a demandé un objectif, donc le thérapeute a pris le mandat, et donc il y a une alliance en vue d'un objectif. Euh, L'éthique médicale implique une obligation de moyens pour le thérapeute, et donc
il y a déjà un mandat, il y a déjà un contrat en vue d'un objectif. Et après, en pratique, sur un plan très concret, quand je commence à travailler en hypnose, je présente quasiment, voire toujours les choses de la manière suivante. Je dis aux patients, euh, moi, mon rôle, c'est de vous proposer une manière de faire, sachant qu'il y a plein de manières de faire en hypnose. Et vous, votre rôle, c'est de me dire si ça ne vous convient pas. Et je regarde droit dans les yeux le patient pour qu'il puisse me rassurer qu'il jouera son rôle d'intervenir si ça ne lui convient pas. Si je n'ai pas une assurance dans les yeux du patient, je prends le temps de travailler effectivement cette notion-là, qu'on peut appeler la question du consentement, mais c'est-à-dire c'est au-delà du consentement. Pour moi, il n'y a pas de consentement en hypnose, c'est au-delà de ça. Il y a un souhait, il y a un désir du patient et il y a une forte alliance dans le but de travailler en vue d'un objectif. Et donc, je dirais que la question du consentement, elle est pour moi en amont. Je vais très vite au-delà de la question du consentement avec cette clause que si le patient, ça ne lui convient pas, il faut qu'il me le dise. Je compte sur lui pour me le dire. Et bien sûr, je vais vérifier au niveau du langage non verbal, notamment, pour, si j'ai des doutes, reposer la question, est-ce que ça vous convient, cette manière de faire? Au moindre doute, je re-questionne le patient pour que je m'assure qu'il me donne toujours le mandat. Non, Alors c'est intéressant vas-y. parce que, excuse-moi, on entend quelque chose qui vient en apparence pas contredire, mais qui amène un autre regard que ce matin. Mais là, ce que j'entends surtout, c'est que dans ce que tu fais, Thierry, tu es clair, tu es au clair avec ce que tu souhaites apporter, ça c'est très clair, c'est pour ça que tu parles de ton consentement à entrer dans le soin, mais tu t'appuies également sur la possibilité au patient d'exprimer son non-consentement. Bien sûr, je compte sur lui pour me dire qu'il retire son accord. Moi, je ne vais pas parler de consentement. Encore une fois, pour moi, la notion de consentement fait appel à des choses trop faibles. L'hypnose, pour moi, est quelque chose de très actif et c'est le patient, dans une optique ericksonienne, c'est le patient qui fait l'hypnose de toute façon. Donc, c'est vraiment plutôt moi qui, en tant que thérapeute, vais consentir à autoriser le patient à faire ce qu'il souhaite faire. C'est plutôt vraiment dans ce sens-là, clairement. Euh, Moi, je ne cherche pas le consentement de mes patients, ils viennent me voir. Si j'ai un doute sur leur liberté de venir me voir, je travaille en amont sur le fait qu'ils soient vraiment effectivement consentants pour venir en consultation s'il y a notamment d'autres personnes, un conjoint ou voilà, des tierces personnes. Donc, je vérifie que le patient est vraiment librement ici. Et à partir de là, je m'appuie sur sa demande. S'il n'a pas de demande claire, je vais beaucoup travailler la question de construire des objectifs qui soient les siens. Et à partir du moment où on y arrive, ce qui n'est pas toujours forcément le cas, mais il y a l'assurance qu'il y a un objectif qui est celui du patient, et donc on est au-delà de la question du consentement, on est sur le travail, hein, pleinement. C'est rigolo parce que finalement, en fait, sur le contenu, on retombe vraiment sur des choses de ce matin qui ont été explorées, mais avec effectivement une sorte de refus du terme de consentement, là où ce matin, en fait, le contenu que tu décris était ce qui était décrit comme étant le consentement, justement. Donc, c'est amusant que le terme fasse réagir d'une façon différente. Peut-être, Brice, en écho, précisément dans ta pratique, même question, à quel moment est-ce que finalement, il y aurait alors soit ce travail autour du consentement avec le patient, soit cette rencontre entre le consentement de ton côté et celui du patient, comment les choses s'organisent dans ta pratique? Alors, en rapport avec les propos de Thierry, ce qui est très intéressant, c'est que là, je parlerai uniquement de la pratique en hypnose opératoire, c'est-à-dire soigner quelqu'un au niveau de la chirurgie dentaire, par exemple, en hypnose. Après, j'ai une partie d'hypnose thérapeutique dédiée au dentaire, mais vraiment spécifique dentaire. Mais là, je vais juste parler du cadre de l'hypnose opératoire qui est très intéressante parce que finalement, on a une approche très pragmatique dans ces cas-là. Comme on est dans de l'hypnose médicale,
Déjà, il y a un contrat de soins quand le patient va nous voir. C'est ce qu'on appelle le contrat synallagmatique, c'est-à-dire on va chercher à avoir une notion d'alliance thérapeutique. Pour moi, l'alliance thérapeutique, elle est très simple à définir. C'est tout simplement la confiance que l'on va avoir réciproquement et en même temps la confiance dans le traitement, qui soit un traitement, on va dire, purement chirurgical, mais en plus sur lequel on ajoute une dimension, on va dire, de prise en charge psychologique avec l'hypnose. Donc déjà, comme le disait Thierry, il y a presque un présupposé quand le patient vient nous voir. Alors ensuite au cabinet, concrètement, parce que moi je suis vraiment dans une approche, on va dire, quotidienne de l'hypnose et donc très pragmatique, il faut que ça puisse être adapté au cabinet dentaire. Dans le questionnaire médical, on dit au patient, est-ce que vous êtes stressé à l'idée de venir au cabinet, est-ce que vous êtes confortable, etc. On utilise l'hypnose, est-ce que ce serait susceptible de vous intéresser? Donc c'est juste un peu, on va dire, pour mettre un peu comme on dit, mettre le pied dans la porte et proposer une ouverture pour discuter par rapport à l'hypnose. Il y a ceux qui disent oui, ceux qui disent non, ceux qui disent je ne sais pas, et on peut en discuter. Donc déjà, il y a un premier choix, on va dire, du patient par rapport à la prise en charge de l'hypnose. Ensuite, à mon sens, dans la pratique réelle de la je fais que de l'hypnose formelle, hein, je fais pas de l'hypnose on va dire dite conversationnelle hein, pour l'hypnose opératoire. Donc, pour moi, j'ai une petite différence par rapport à la pratique ericksonienne de Thierry, c'est-à-dire pour moi, la posture, elle est égalitaire, c'est-à-dire je dis au patient, voilà, toute hypnose, c'est une auto-hypnose. Moi, je suis le pilote. Hellman a employé cette belle expression de dream pilot de la part de l'opérateur. Et vous, vous êtes le copilote. Voilà, je vais vous guider dans la transe, mais c'est vous qui allez aller en transe et je vais vous aider à atteindre un état de détente, de relaxation, afin que pendant tout le traitement, ben, vous puissiez conserver cet état. Donc, pour moi, il y a deux notions. Il y a à la fois la notion, on va dire, d'apprentissage, d'explication par rapport au patient. C'est tout l'intérêt en amont du discours préalable. Voilà. Et puis après, évidemment, la notion de consentement, elle est assujettie aussi à la notion d'éthique de la part du praticien. Donc ça, c'est important que les praticiens, dans leur pratique, moi, en ce qui me concerne, par exemple, on pourra en reparler après, mais tout est filmé d'un point de vue médico-légal au niveau de la prise en charge des patients en hypnose. Voilà. Donc, j'ai une approche vraiment, on va dire, très pragmatique qui est liée à ma pratique et c'est aussi qui doit s'intégrer on va dire, dans les contraintes horaires aussi de la pratique médicale d'un cabinet dentaire. Mais en informant le patient au préalable, ensuite en lui expliquant et ensuite en lui expliquant, le guidant dans sa transe, etc. Et puis après, en post-op, j'allais dire, on donne aussi plein de suggestions, hein. Ça va participer de cette notion, j'allais dire, de consentement. Alors, effectivement, tout à l'heure, tu nous proposeras un extrait de film. Si tu permets donc peut-être de s'arrêter 2 minutes, justement, parce que c'est quand même pas banal de filmer toutes ces séances. Ce qui est pas banal, c'est d'avoir quelqu'un qui travaille donc au bloc en interventionnel et qui nous dit, en fait, moi, je fais que du formel. Généralement, on a plutôt des gens qui nous disent, je fais plutôt de l'hypnose conversationnelle ou je commence par l'hypnose conversationnelle. Et en fait, là, effectivement, tu as une pratique qui est très assise. Et deuxième élément, effectivement, le film. Et peut-être de s'arrêter 2 minutes là-dessus, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut parler d'envie, de besoin, d'idées, en fait, de tout filmer. Comment ça a pris place? Est-ce que justement c'est un lien avec le consentement ou pas du tout? Enfin, comment tu en es venu à tout filmer? Non, très simplement, en fait, moi j'ai de formation, on va dire anglo-saxonne. J'appartiens à l'IMDHA, qui est l'International Medical Dental Hypnosis Association. Et donc parmi, du côté anglo-saxon, en fait, on filme tout pour des raisons médico-légales. Premièrement, et nous on nous conseille de tout filmer et de garder ensuite on va dire les films pendant 2 ans. Voilà, c'est une obligation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, en fait, ça m'a permis deux choses. Déjà, d'avoir une quantité de vidéos. Alors maintenant, au début, j'avais des disques durs de tous les côtés. Maintenant, je mets tout sur un cloud parce que depuis 20 ans, je dois en avoir, je sais plus, 15 000, pas loin. Ce qui me sert à la fois pour l'enseignement à la faculté, et ça, c'est une ressource inépuisable, et surtout en même temps pour proposer des thèses de recherche pour les étudiants. Voilà. Pour les doctorants, pour leurs doctorants en chirurgie dentaire, on en est à la 6e thèse à Nice sur, donc souvent, ils viennent un peu au cabinet pour voir ce que c'est l'hypnose, mais surtout ensuite, je leur donne un stock de vidéos et ils peuvent analyser quand ils doivent faire, par exemple, une thématique particulière. Donc, il y avait un peu, au début, c'était purement personnel d'un point de vue expérimental.
Alors, je t'avouerai que je ne les regarde plus, hein, c'est normal. Mais au début, c'était pour évaluer certains éléments. Et puis, en fait, après, maintenant, c'est une habitude, en fait, dès que le patient est là. Et c'est une telle habitude, je vais vous dire que maintenant, on fait par exemple l'induction à la webcam. On dit au patient, voilà, vous allez regarder, il y a le bouton rouge. Et quand ça passe au vert, vous allez aller en hypnose. Mhm. Voilà. On fait une focalisation de l'attention visuelle sur le point, et puis après, on démarre la transe, etc. Donc, ça peut paraître un peu incongru, alors que c'est vraiment un standard dans les pays anglo-saxons, cette notion de tout filmer. Ce matin, Christine Chevalier-Talmorin, sage-femme, et Marc Galli, anesthésiste, en fait, tous les deux ont abordé la question du consentement par rapport aux écrits. C'était du point de vue médico-légal de demander le consentement par écrit, la place également de ces écrits dans la relation, en fait, dans la relation au patient. Du coup, pour en terminer peut-être avec cette histoire de film, parce que c'est intriguant, mais on va pas faire trop long non plus dessus, mais est-ce que précisément dans le contrat initial avec tous tes patients, le film est présenté comme faisant partie finalement de ce contrat-là, de ce cadre-là classique, ou est-ce que ça fait l'objet d'une discussion particulière et il y a une contractualisation un peu a posteriori de ces éléments-là? Bon, il y a une Mm, contractualisation a posteriori, c'est-à-dire j'ai dit au mm, patient, voilà, mm, ça vous dérange si vous êtes filmé, c'est pour moi, c'est pour la fac, ça restera dans un cadre strictement privé, universitaire, il n'y aura pas de diffusion publique, et s'il y a une diffusion publique, de toute façon, les patients sont avertis et ils sont floutés. Voilà. mm. Mais D'accord. après, je t'avouerai que pour chaque patient, parce que c'est ingérable, moi je dois avoir à peu près une douzaine de patients par jour, j'utilise l'hypnose sur plus de la moitié d'entre eux, donc je ne pourrais pas produire 30 contrats de droit à l'image en plus Mm, de l'administratif du cabinet. Voilà, ça serait vite ingérable. mhm, ouais. Tout à l'heure, Thierry, tu parlais donc de la question également pareil, du cadre, du mandat, de la manière finalement dont les choses étaient amenées. Est-ce que dans ta pratique de l'hypnose, tu as senti une évolution là-dessus, du fait de la société, des positions des gens peut-être un peu différents, soit par rapport aux prises en charge, soit par rapport à ces questions de consentement qui sont maintenant une thématique sociétale. Est-ce que dans ta façon de pratiquer, de présenter le cadre, modèle, pardon, le terme est un peu fort, hein, mais en tout cas dans le schéma que tu nous as présenté tout à l'heure, est-ce que tu dirais qu'il y a eu une évolution ou est-ce que finalement on a un schéma, un standard de pratique qui a résisté au temps et qui continue finalement à vivre ce consentement qui se dit pas, pardon du petit clin d'œil que je te fais, de cette façon-là. L'évolution Mm, que je vois, et elle est majeure, hein. Donc, moi, j'ai connu la période où l'hypnose n'était pas reconnue, c'était du charlatanisme, et même on allait voir les psychiatres quand on était fou, hein. Donc, il y a une évolution substantielle, si ce n'est radicale, c'est-à-dire les patients osent de plus en plus communiquer, poser des questions sur l'hypnose, poser la question sur la formation de l'hypnothérapeute. On pourrait dire que, d'une façon générale, bien sûr, ce n'est pas généralisé, les patients ont beaucoup plus de pouvoir, et je m'en réjouis, qu'avant où ils venaient terroriser à l'idée que le psychiatre que je suis leur diagnostique une maladie mentale, veuille de force les médiquer, de force les hospitaliser. Donc, c'est un changement d'époque, j'allais dire un changement de siècle, oui, on a changé de siècle depuis mes débuts, et voilà, il y a aucune commune mesure, en tout cas en région nantaise, entre le métier que je pratiquais il y a 25 ans et celui que je pratique aujourd'hui. D'autant plus que j'y suis aussi pour quelque chose. Je favorise le fait que les patients me posent des questions, qu'ils me demandent de leur expliquer ce que c'est que l'hypnose, comment je travaille. Ça me va évidemment très très bien comme évolution. On pourrait parler de consentement éclairé, mais c'est encore une fois au-delà de ça, c'est en connaissance de cause que le patient va s'engager dans un travail hypnothérapique une fois qu'il estime avoir toutes les infos nécessaires. Pour le dire autrement, j'ai connu l'époque, il y a 25 ans, euh, où on disait avec mes collègues de l'époque, moins le patient comprend ce que c'est que l'hypnose et mieux l'hypnose sera efficace. C'est, à mon avis, une erreur
je ne vais pas forcément dire tragique, mais une erreur conséquente. Donc, l'information des patients est essentielle pour leur implication. C'est Dan Short, d'ailleurs, qui organise des conférences euh, auprès de ses patients pour expliquer aux patients ce qu'ils doivent savoir pour se traiter chez lui. Ce qu'un patient a besoin de savoir pour être un patient en hypnose. Il fait des conférences là-dessus et j'y réfléchis aussi. Donc, il y a une évolution majeure et peut-être encore à compléter, mais qui est quasiment faite maintenant. Les patients posent les questions, euh, euh, s'enquérissent de ce qui se passe et peuvent vraiment enfin jouer leur rôle, c'est-à-dire de prendre le pouvoir dans le cadre thérapeutique, ce pouvoir étant toujours subordonné au consentement du médecin ou du soignant qui autorise, qui, comme disait Erickson, donne des permissions aux patients. Vous pouvez vous lever, vous pouvez aller aux toilettes, vous pouvez. On sait bien que l'état hypnotique nécessite aussi qu'on donne des permissions aux patients pour faire les choses qu'il n'ose pas faire de lui-même. Et donc, c'est vraiment pour moi ce schéma que je propose, c'est le, c'est le thérapeute qui exprime son consentement à ce que le patient prenne en charge ses besoins. Comme disait Roxana Erickson pendant qu'elle enseigne, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation d'aller aux toilettes, de vous lever pour aller boire un coup, pour répondre au téléphone si vous avez besoin. Ne demandez pas des permissions, euh, prenez en charge vos besoins vous-même. Je vais peut-être jouer, parce qu'on se connaît, je vais peut-être jouer l'avocat un peu du diable. Je sais que tu aimes bien ça aussi. Oui, j'adore. Mais finalement, je me dis en t'écoutant à la fois pour Brice, à la fois pour toi, je trouve que les modèles sont, le modèle est très clair par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Il y a quelque chose d'affirmé, d'incarné. Et pour le modèle en fait que tu proposes, en même temps, il y a quelque chose qui sonne un peu paradoxal en fait à mes oreilles. C'est-à-dire, on prône la liberté, mais finalement, le consentement, c'est le thérapeute qui le donne, c'est pas celui du patient. Il n'y a pas de consentement, mais on va quand même aller chercher à l'endroit où il peut devenir, où il peut acquérir du pouvoir. Et puis finalement, bah, et on a besoin de dire au patient qu'il a le droit de satisfaire ses besoins naturels. Et finalement, ce sont aussi des suggestions indirectes ou des dénégations, on les appelle comme on le souhaite, de dire vous avez le droit de vous lever, vous avez le droit d'aller boire, vous avez le droit. On peut le voir aussi comme étant justement un patient que le cadre auquel le cadre pourrait laisser penser qu'il y a, il y a quelque chose qui d'ordinaire ne se fait pas, et finalement le thérapeute qui exerce son pouvoir en lui disant, mais si, si, en fait, vous avez le droit d'aller aux toilettes, vous avez le droit d'aller boire, vous avez le droit de... Donc effectivement, on peut dire, bah, on gagne, on va chercher ou on va réveiller le pouvoir du côté le côté du patient, mais tout part du thérapeute alors? Il est bien évident que la question que nous abordons est pour moi truffée de paradoxes, parce qu'on parle de la liberté et que la Mhm. question de la liberté est une question éminemment paradoxale. On peut parler du fait que trop de liberté tue la créativité, que c'est la contrainte qui active la créativité. On peut parler, je me rappelle, de réflexions de jeunes hommes avec des copains du fait que, effectivement, qui a le pouvoir? C'est la personne qui consent ou c'est la personne qui sollicite le consentement, hein. Donc, ce sont des questions sans fin et extrêmement subtiles quand elles sont menées sans la question de la force, sans la question de la violence. La question de la liberté et du consentement sont des questions, et heureusement, très subtiles et truffées de paradoxes. Évidemment, Antoine, tout à fait. Mhm. Brice, pour le coup, dans ton approche, est-ce que tu y vois parfois des paradoxes? Alors, si je pose la question autrement, ce matin, de temps en temps, on a posé la question au binôme. Quelles sont les pratiques qui, dans votre exercice, sont un peu limites? C'est-à-dire, finalement, on peut avoir une pratique un peu fluide du consentement, mais ça serait compliqué d'imaginer que tout le monde est fluide et tranquille avec la notion de consentement, quelle que soit la situation présentée. Et du coup, dans ta pratique à toi, est-ce qu'il y a aussi des moments un peu paradoxaux, des moments dans lesquels tu es obligé de repenser un peu les choses, certains patients ou certains contextes particuliers, où tu te dis là, peut-être que ça grippe un peu et les choses demandent à être un peu repensées, quoi.
Tout à fait. Alors, par exemple, à une époque, je faisais beaucoup d'hypnose masquée, de covert hypnosis, c'est-à-dire en fait, je commence alors j'ai pas en fait, c'est souvent lié à une notion d'urgence. Par exemple, le patient est en douleur, etc. Je commence le soin, mais on n'a pas parlé d'hypnose, il n'y a pas eu un questionnaire médical, j'ai pas fait de discours préalable, etc. Et en fait, très fréquemment, au niveau dentaire, comme on est dans une proxémie vraiment intime par rapport à et dans une zone émotionnelle. Dès qu'on approche un instrument, souvent quand on va commencer, par exemple, on va dire à travailler, on va avoir des signes de transe négatifs, par exemple des révulsions spontanées. Et en fait, j'avais compris que c'était une transe spontanée négative, et donc immédiatement, je disais au patient d'un air autoritaire, et après on va comprendre pourquoi. Fermez les yeux, on va se détendre. Je prenais le bras, je provoquais de suite, par exemple, une catalepsie. En fait, le patient, pour moi, avait lui-même fait son induction. Et ensuite, j'approfondissais. Et en fait, on obtenait des transes très profondes parce que le patient, la transe négative crée, en fait, ouvrait la fenêtre pour la transe. Et puis après, je le guidais, tout simplement. À l'issue de la session, je disais, vous voyez, cette notion enfin, ce qu'on a expérimenté aujourd'hui, cette technique de relaxation, et les patients étaient ravis parce qu'en général, ils avaient peur, en fait, ils avaient de l'anxiété. Donc, je leur disais, voilà, cette notion tout ce qu'on a fait, cette relaxation, en fait, ça vient de techniques hypnotiques, pas dire le terme hypnose réellement. Et si ça vous intéresse, la prochaine fois, ben, on pourra le réutiliser de façon à ce que vous soyez, etc., parfaitement à l'aise, etc. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose que je ferai moins avec l'expérience. Parce que je trouve que c'est un peu limite, parce que là, à ce moment-là, on ne lui a pas demandé si vous voulez aller faire de l'hypnose, si vous voulez aller en transe, etc. Mais par contre, ça rend d'énormes services, on va dire, dans des cas d'urgence. Et j'ai des amis, je pense par exemple à docteur Nasmine Guller, qui est médecin urgentiste, d'autres amis qui sont médecins urgentistes et qui arrivent avec l'hélico, donc sur un endroit, la personne est incarcérée, etc. Et souvent, quand ils sont formés à de l'hypnose, là, ils vont faire de l'hypnose. Et là, évidemment, on n'a pas le temps de raconter, d'expliquer, etc. Mais je crois que c'est vraiment le cadre et la posture qui déterminent et qui font varier cette notion de consentement. Donc, à l'heure actuelle, ça, je le ferai moins, par exemple, parce que je trouve que c'est un peu limite. Mais ça me fait penser aussi. Je t'arrête juste une minute, excuse-moi, pour peut-être une précision. Dans ton ressenti à toi, parce que on peut effectivement, le cadre, effectivement, les cadres évoluent, il y a des choses qui sont plus ou moins acceptées par les patients, par la société, etc. Mais, et du point de vue de toi, j'allais dire, en tant qu'être humain, dans ta posture, est-ce que finalement, tu freines parce que la société est plus adaptée à ça, moins adaptée à ça, ou est-ce que toi-même, ton ressenti a pu évoluer et que c'est des choses qui te correspondent plus parce que ta pratique a avancé? Tu sais, le frein est le plus sociétal pour toi ou plus individuel dans l'exemple que tu as donné? J'ai l'impression que les deux curseurs ont Ah, évolué. j'étais sûr que tu allais dire ça. Je me suis dit, il va me coller les deux derrière. Il est évident qu'en 20 ans de pratique, il y a 20 ans, on se cachait pour faire de l'hypnose derrière. On parlait de relaxation médicale, on n'osait pas dire le terme. Le Conseil de l'ordre voyait ça d'un très mauvais œil, hein, au niveau dentaire, alors que il y a 2 ans, ils sont venus faire, les présidents du Conseil de l'ordre sont venus faire les formations ODU d'hypnose opératoire à Nice. Donc, il y a eu vraiment une évolution à la fois sociétale. Les patients sont de plus en plus formés, informés. Ils voient de l'hypnose aussi à la télé, de l'hypnose de scène. Donc, l'hypnose, il y a quand même le discours qu'on a est plus du tout le même. C'est pour ça que moi, souvent, je dis aux élèves, il y a 2 éléments pour faire de la transe, il y a le cadre et la posture. Voilà. Et c'est vrai que le cadre, il a changé. Parce qu'il est plus le même. Après, moi personnellement aussi, je pense que avec le temps, on élague, on simplifie la pratique. Donc, il y a des choses aussi qui font passer, je pense personnellement, d'une notion de pouvoir à une notion d'autorité. Je m'explique. D'un point de vue historique, par exemple, dans le mesmérisme, ce qui a permis pour moi l'évolution du mesmérisme ensuite à l'hypnose, c'est finalement le passage du pouvoir à l'autorité. Le pouvoir, en fait, c'est le pouvoir qu'avait le magnétiseur, voilà, et c'est lui qui avait le pouvoir de la guérison. Alors finalement, quand on a introduit l'hypnose, on relègue. Là, comme le disait Thierry très bien, en hypnose, quel que soit le type d'hypnose, on relègue en fait le pouvoir de la guérison au patient. Et on est là en tant que spécialiste. Mais donc finalement, on passe du pouvoir, qui est cette volonté un petit peu, on va dire, non pas d'asservissement, mais quand même d'avoir une emprise sur la personne, à la notion d'autorité. L'autorité, c'est celle qu'on a médicalement, c'est l'expertise qu'on a de par notre pratique, de par nos expériences, etc. Et finalement, avec le temps, ben, on a plus d'autorité
dans le bon sens du terme. Et donc, on a peut-être moins besoin de pouvoir. Et donc, moi, la pratique que j'ai, elle est beaucoup plus simplifiée maintenant qu'il y a une vingtaine d'années, où, à tout point de vue, hein, que ce soit au niveau des techniques d'induction, des approfondissements, et Dieu sait si l'hypnose formelle, c'est vraiment une hypnose, j'allais dire, de terrain, c'est-à-dire où il y a vraiment beaucoup d'outils hypnotiques de la transe pour la gestion de la transe profonde, mais au fur et à mesure, on élague. Et donc ça, cette hypnose masquée, je sais qu'à l'heure actuelle, par exemple, euh, j'en ai plus besoin, en fait. Voilà. Merci. Pour illustrer cela, alors tu as proposé un film et pardon Thierry, je me souviens plus si tu étais plutôt ensuite toi sur un cas clinique ou sur un exercice pour illustrer la pratique. J'ai plutôt l'idée d'un exercice Exercice, très bien. assez bref, Hmm, d'ailleurs. Oui. très bien. Est-ce qu'on commence par le film pour illustrer la pratique de Brice? Est-ce qu'on commence par l'exercice pour illustrer ta pratique, Thierry? Comme vous voulez. Oui. Moi, je pensais mieux de commencer par la vidéo de Brice, à mon Ok, avis. Oui. d'accord. C'est OK pour toi, Brice? C'est Consentement? bon pour moi. Donc, je Parfait. partage l'écran. Oui. Voilà. Alors donc, bah, tout est filmé. Donc là, j'ai pris un film qui date de, je sais pas, cette semaine. Alors souvent, je monte des films. Donc là, c'est une patiente qui n'a jamais fait d'hypnose. Je crois que j'ai eu son fils ou son, oui, je crois que j'ai eu son fils. Alors aussi, tiens, c'est très intéressant cette notion de consentement avec l'hypnose et les enfants. Voilà. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas la même notion de consentement, on pourrait l'aborder, que les adultes. Donc, c'est pour ça que moi, les patients sont tous, les parents sont toujours présents et c'est toujours aussi une super expérience pour eux de voir leur enfant en transe parce que Hmm. ça sort un peu de l'ordinaire. Tiens, Donc là, donne-moi juste une seconde, j'enlève du coup l'enregistrement comme est le film. Hop, c'est bon. Hop. oui, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez déjà fait du code comme ça? Jamais. Allez, bien. Ça marche toujours. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres choses. Ma grande fille, elle avait les deux chez eux, c'était un truc de fou. C'est vrai? Vraiment, c'est assez impressionnant. Et c'est ma petite aussi qui était venue ici pour les soigner. Après, les piqûres. Oui, oui. Oui, elle m'avait dit que c'était très marrant ce qu'elle avait ressenti parce qu'elle était là, mais elle n'était pas là. Exactement. Voilà, c'est un peu comme ça. Hein. En fait, l'hypnose qu'on va utiliser, donc le but, ça va être de la relaxation musicale, et à vous mettre dans un état de confort et de bien-être. Afin que pendant tout le temps du traitement, vous soyez vraiment dans cet état de relaxation, c'est-à-dire on gère le confort et le bien-être. Vous ne sentez rien et en même temps vous êtes plutôt détendu. Ok. L'hypnose, il faut savoir que c'est un état en fait très naturel, c'est-à-dire la journée on est conscient, puis de temps en temps on a des moments un peu défroquables, on regarde par la fenêtre, on rêve un peu rouge, etc. Oui, voilà. Et puis la nuit, on dort et on rêve. Quand on fait de l'hypnose, en fait, on active le cerveau du rêve dans la journée. Tout simplement. Comme si on faisait un switch cérébral, on vous fait rêver dans la journée. Et le cerveau du rêve, en fait, comme il fonctionne différemment, tous les processus, on va dire, physiologiques et psychologiques du corps et de l'esprit vont être traités différemment. Donc, on va avoir des réponses qui vous semblent un peu étonnantes, voilà, et qui vous permettent d'être totalement détendu malgré le fait que vous soyez sur un fauteuil. Voilà. Alors, pour aller dans cet état-là, c'est très simple, en fait, il suffit de se laisser aller, de se laisser guider. Voilà. Ce qui doit, c'est une autorité, en fait, c'est vous-même. C'est votre cerveau hein, qui traitera bien à l'intérieur. Et moi, je suis juste là pour vous guider, en fait, et vous permettre d'atteindre un état suffisamment profond pour que vous soyez super cool. Ok. Très bien. Alors, vous montrer comment on va faire? Oui. Ouais. Vous allez frotter vos mains comme ça, par exemple, et vous allez les mettre devant vous. Voilà. Vous allez imaginer qu'à l'intérieur de vos mains, vous mettez, par exemple, un ballon d'anniversaire. D'accord. Ok. Pour mieux imaginer, vous laissez les paupières se fermer. Imaginez, c'est à la fois visualiser la couleur, la forme du ballon, sentir le contact des doigts sur le ballon, très bien. Et maintenant entendre des petits couinements que ça fait quand les doigts se baladent devant le ballon. Et l'hypnose, c'est ça, c'est un état de concentration, de focalisation d'attention. Vous allez porter toute votre attention sur ce ballon imaginaire, et sur chaque inspiration, ce ballon va se gonfler. Ça devient de plus en plus grand. Très bien.
sans rien faire, sans chercher à forcer ou à résister. Vous allez sentir comme ça des petits mouvements automatiques au niveau des mains, des bras. Les mains vont devenir de plus en plus larges, de plus en plus. Très bien. Et vous êtes juste spectatrice, observatrice de tous ces mouvements qui se produisent de façon automatique, involontaire et sans effort. Donc, ça ressemble davantage à un état de concentration. Donc, pas un état de sommeil, donc transformer un état de concentration. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez sentir ce ballon qui peut faire sentir un trou dans le ballon et qui va se dégonfler complètement. 1, 2 et 3. Et les mains, de façon totalement automatique, involontaire et sans effort, vont se rapprocher au fur et à mesure que les ballons deviennent de plus en plus petits. En utilisant, vous continuez d'entendre tous les bruits autour de vous, tous les bruits du cabinet, des assistants, le téléphone, de la conversation. Et tous ces bruits en arrière-fond vont vous permettre de vous isoler davantage comme si vous plongiez à l'intérieur de vous, comme si vous alliez dans votre vie. Elle vous dérange, elle vous embête, mais simple, tranquille, fait. Et vous sentez tous ces petits mouvements automatiques se produire comme ça au niveau des doigts, au niveau des bras, au niveau des mains. Tous les mains se rapprochent de plus en plus. Voilà. Vous laissez aller agréablement, confortablement. Le ballon devient de plus en plus petit, se ratatine complètement, et les mains se deviennent de plus en plus entières. Et déjà, vous pouvez sentir tous les changements qu'on fait à l'intérieur de soi. Au niveau de la respiration, c'est devient plus lent, plus calme, plus profonde. Au niveau des sensations intérieures, et au niveau de la concentration. Dans un instant, plus tard, le ballon va disparaître complètement. Il va être tellement petit qu'il va disparaître. À ce moment-là, les doigts vont se toucher. Doigt contre doigt, main contre main, paume contre paume. Le ballon disparaîtra, les mains se collent l'une contre l'autre. Et nous sommes ensemble, les pianistes, juste observatrices, attentives à tous ces déplacements. Quand un grand calme, comme la respiration devient plus calme, plus lente, plus profonde, il peut s'installer. Tout le corps, sentez merveilleusement bien détendu. Un peu comme si vous alliez dans le sommeil profond en continuant à tout instant. Et donc, vous pouvez continuer à parler, bouger, vous réajuster. Ça gêne en rien la concentration, ça gêne en rien la relaxation. Allez. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, le ballon va disparaître, et les doigts vont s'entrecroiser. 1, 2, 3. Allez. Et vous allez encore plus loin, plus bas, plus profondément. Vous êtes calme, tranquille, facile. Vous vous laissez aller vous guider, doucement, par ma voix. Allez. Et les mains vont tellement seulement s'enchevêtrer qu'elles vont s'entrecroiser et faire disparaître complètement le ballon. Allez. Voilà. Et à votre rythme, en prenant tout votre temps, laissez aller tous ces phénomènes comme ça, en étant juste observatrice, tout ce qui se passe. Allez.
La langue disparaît et les mains vont venir se coller, enchevêtrer, pour former un point serré. De plus en plus serré, de plus en plus serré, de plus en plus serré. Maintenant que le ballon disparaît, vous allez imaginer quelque chose qui va coller les mains. Ça peut être de la superglue, ça peut être du scotch, ça peut être une corde, une ficelle, n'importe quoi pour coller les mains. Qu'est-ce qui vient à votre esprit? Donc il y a allez, on va mettre plein de colle dans les paumes de la main, les doigts de la main, de plus en plus de colle. Vous allez mettre tellement de colle, en essayant de décoller les mains, elles vont se coller 2 fois plus. Vous essayez? Très bien. Vous allez cesser d'essayer et partir dans le sommeil profond. Allez, allez-y. Complètement détendu, tout le corps se relâche. Et vous allez dans le sommeil profond en continuant à tout entendre. Quand le bras va retomber, vous allez comprendre. Bon, on va arrêter là, parce qu'après, ça continue. Alors, c'est tout simplement, hein, l'idée, c'est d'intégrer le discours préalable, ce qu'on appelait les pré-tests, à des phénomènes hypnotiques, des catalepsies, des lévitations. Je vais faire des phénomènes privatifs au niveau hypnotique, et après, je vais aller jusqu'à l'amnésie, tester et valider, pour entrer dans le somnambulisme. Et après ça dépend de ce dont j'ai besoin au niveau de l'hypnose formelle opératoire, si j'ai besoin d'anesthésie, anesthésie, si j'ai besoin de sédation, si j'ai besoin d'amnésie sélective. Enfin, tout dépend du travail que je vais faire ensuite d'un point de vue chirurgical. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. C'était évidemment extrêmement parlant. J'avais un peu peur que la vidéo passe un peu mal avec la bande passante et elle est très bien passée, donc c'est vraiment super. Et merci à ta patiente également. Alors, on échangeait des SMS avec Pascal pendant le film. Et notamment sur le cadre, en fait. On disait d'ailleurs tous les deux qu'on aimerait bien que ce soit toi qui s'occupe de nos soins dentaires, d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose de très sécure, en fait, qui se dégage de ça. Et en particulier, on notait que dans le cadre que tu as organisé, en fait, les instruments chirurgicaux sont tous à distance. On n'en voit aucun. Est-ce que c'était cette fois-ci? Mais il y a aucun instrument chirurgical autour de vous? Ah, il y a toute une étude en fait qu'on a faite par rapport. Alors là, je parle que d'hypnose formelle, mais après, évidemment, il y a une Mhm. partie d'hypnose conversationnelle qu'on va utiliser avec le patient quand le patient prend rendez-vous au cabinet, quand on discute avec lui, etc. Donc ça, j'en parle pas volontairement dans le cadre de cette conférence. Et puis après, il y a toute une façon aussi de ritualiser l'accès aux soins. C'est-à-dire, déjà, j'ai un fauteuil, ce qu'on appelle un fauteuil chaise. C'est-à-dire, tout est caché derrière. Donc, quand le patient il est assis, il est comme dans Mhm. une chaise. Voilà. De la même façon, il est évident que quand un patient rentre, là, c'est l'espace de soins, et puis après, j'ai le bloc opératoire. Quand le patient rentre dans l'espace de soins, quand le patient rentre au bloc opératoire, il y a, dans l'espace de soins, il y a une bibliothèque avec des livres, il y a des petits animaux pour les enfants, des machins, etc. Donc, il n'y a rien de chirurgical et surtout, il n'y a pas tous les instruments alignés en rang parce que sinon, Mhm. c'est le pire pour les patients. Et de la même façon, tout le monde est formé, l'assistante, etc., pour pas employer de mots. Par exemple, on va jamais focaliser l'attention du patient, évidemment, sur ce qu'on fait au niveau Mhm. dentaire. Le but, c'est la dissociation. Donc, on va l'emmener Mhm. impossible. Donc, on va utiliser aussi un langage non spécifique. Je vais toujours parler de soins, de traitement. Je vais jamais parler de chirurgie, d'enlever, voilà. Tous les Mhm. mots composantes négatives, on va les employer. Mais ça passe aussi par tous ces éléments verbaux, non verbaux, paraverbaux. C'est-à-dire même, il n'y a aucun instrument qui traîne. Et c'est volontaire, hein. C'est-à-dire, il faut Mhm. que le patient, il voit quoi que ce soit. Et en même temps, on a plein d'astuces comme ça pour que le patient soit vraiment, vraiment à l'aise, quoi. Bien, merci beaucoup encore pour cette illustration. Puis on voyait bien dans ton accompagnement et donc dans l'organisation du cadre comment finalement il y avait ce chemin qui était proposé à la patiente en l'occurrence et dans lesquels les choses sont demandées, mais sont demandées avec beaucoup de finesse. Et donc du coup, il y a quelque chose qui participe comme une sorte de décorum en fait. Il y a un petit décor, fait partie du décor finalement de la séance. Et en même temps, les choses sont demandées, sont amenées progressivement et c'était tout à fait intéressant. Ouais. Thierry, donc tu nous disais que pour illustrer un petit peu ton propos, ta façon de travailler, tu nous proposais un temps d'exercice, un temps d'expérience, expérientiel plutôt. Tout à fait. Donc, ça va être une partie pour compléter ce que j'ai pu dire, hein. Donc, à la fois sur, évidemment, le fait que
au fur et à mesure de la transe, l'esprit critique du patient diminue. Hein, donc, je voulais quand même le reprendre. Hein, donc, il faut bien tenir compte de ça. Donc, l'insistance ericksonienne pour prescrire la résistance lorsque, comme il disait, les pires patients se présentent, c'est-à-dire qui sont trop compliants au thérapeute, c'est le devoir du thérapeute de prescrire la résistance, qui est aussi un éclairage par rapport à la question du consentement que, si ce n'a pas été dit ce matin, je voulais aussi rajouter. Et dans cette continuité, donc l'hypnose centrée solution, élaborée par Steve de Chazer et Insoo Kimberg, euh, paradoxalement, effectivement, on revient au paradoxe que tu évoquais tout à l'heure, Antoine, par cette tâche standard de fin de première séance, euh, exprime tout à fait bien ce paradoxe, c'est-à-dire la tâche de fin de première séance que je vais faire pratiquer à l'auditoire dans quelques dizaines de secondes, propose au patient d'observer ce qu'il ne veut pas changer dans sa vie. Donc, à la fois, c'est une tâche très anodine et très rassurante, très sécurisante. Genre, vous inquiétez pas. On va commencer par maintenir ce que vous voulez pas changer. Et en même temps, c'est une prescription, on peut la voir aussi comme une prescription de résistance, euh, implicitement en tout cas aussi. Et donc, le petit exercice que je propose, effectivement, si cela vous dit, Hmm. c'est de vous installer suffisamment confortablement, de manière en tout cas autant que possible non douloureuse. Vous pouvez laisser vos paupières se fermer ou les garder ouvertes, ça n'a aucune importance. Et de tourner votre regard à l'intérieur de vous-même pour voir votre vie, y compris dans tous ces minuscules détails. Les détails peuvent être d'une importance majeure, encore un autre paradoxe, et d'observer dans ce qui se passe chez vous, dans les objets, dans vos voitures, dans vos vêtements, dans vos amis, dans vos conjoints, si vous en avez plusieurs, euh, quels éléments vous souhaitez qui continuent à être présents dans votre vie. Donc, je vous propose d'explorer tous les aspects de votre vie que vous souhaitez explorer dans votre vie actuelle, très, très concrète, avec la mémoire qui est la vôtre, qui vous montre tout ce qu'il y a dans votre vie actuellement et de discerner, d'apprécier ce que vous appréciez le plus précieux dans votre vie, le plus utile, le plus nécessaire pour que cela puisse continuer dans votre vie. Et vous pouvez noter mentalement, sous la forme que vous voulez, vous pouvez prendre des photos pour photographier tout ce qui est important que vous voulez garder dans votre vie pour votre futur et vraiment de prendre ce temps en prenant en compte même les moindres détails. Même s'il y a un brin d'herbe dans votre jardin qui est plus important qu'un autre, vous le notez. Un minuscule détail peut avoir une énorme importance. Et de cette manière, vous pourrez compléter cette tâche après la conférence, dans les jours qui viennent, dans tout ce qui vous arrivera dans votre vie, d'observer et de noter tout ce que vous voulez voir se continuer dans votre vie à l'identique, tel quel, et si possible, pourquoi pas, éternellement. Tout ce que vous observez, tout ce que vous notez, c'est ce qui est précieux pour vous. Peut-être c'est votre trésor de vie. Ça peut être un ciel breton. J'habite une région où il y a des cieux tellement magnifiques, où chaque nuage peut être une œuvre d'art. Une lumière sur une baie, un bourgeon de fleurs,
Ça peut être un clou, ça peut être un emballage, ça peut être tout est possible. Tout est possible dans ce que vous pouvez souhaiter conserver dans votre vie. Les mots précieux d'un ami, un bibelot anodin, il semble anodin. Une petite habitude que vous avez en début de journée, un détail d'habitude. Un tic peut être précieux. Une manière de respirer. Un mot que vous aimez prononcer. Tout cela, c'est peut-être votre identité, pour l'instant en tout cas, au moment que nous vivons, c'est peut-être votre identité, tout cela, les multiples composantes de votre identité. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous tenez, à laquelle vous tenez. Et c'est ce que Erickson considérait comme essentiel. C'est ce que le patient manifeste comme réaction lorsqu'on va même le provoquer. Il ne va pas accepter que vous remettiez en question cela parce que vous l'encouragez à ne pas accepter. Vous l'encouragez à exister tel qu'il est. Cette fameuse acceptation inconditionnelle dont on parlait à son sujet. Cette protection qu'en thérapie ericksonienne, on met en œuvre dès le début de la relation, comme une priorité, pour que le patient s'autorise à être à sa façon unique. Comme on disait, unique comme des empreintes digitales, mais ça peut être une autre symbolique que les empreintes digitales, comme une signature, comme des caractéristiques vocales ou culinaires. Prenez votre temps pour compléter cette expérience et peut-être pour prendre votre temps d'apprécier pleinement tous ces éléments qui vous sont venus et pour examiner comment vous allez pouvoir les continuer dans votre vie. Avec plaisir et peut-être avec bonheur. Merci pour votre attention. Merci Thierry pour cette illustration autour de ta façon de travailler et cet accompagnement avec la notion de consentement tel que tu l'as défini. Et puis finalement, on voit aussi qu'en peu de temps, on arrive à amener ou à réamener un certain nombre de choses tout à fait précieux. Euh, Pascal, tu voulais, je crois, dire quelques mots. Alors, ce qui est intéressant, c'est Ouais. on vient de voir qu'on pouvait évoquer le consentement. Ça lui ressemble beaucoup, sans le dire. Et c'est intéressant parce que on a vu une réassurance par ce qu'a fait Brice devant nous,
réassurer, informer, dire voilà, qu'est-ce qui va se passer dans la séance, et puis on entre dans la séance, donc quelque chose qui est complètement ouvert, complètement dit. Et avec Thierry, on appuie sur l'élément qui est majeur, c'est cet élément de dire, mais j'ai pas envie de tout changer, moi, je viens vous voir, ce n'est pas pour tout changer, mais non, non, je ne cherche pas à vous faire changer, au contraire, préserver ce qui vous appartient. Donc on a vraiment quelque chose qui est de l'adhésion à une idée. Donc le consentement, effectivement, n'a pas été dit pareil, et moi je le sens quand même présent d'une certaine façon. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est bien ce qu'on vient d'entendre. C'était intéressant d'avoir ces visions comme ça à porter différemment. Merci à Brice et puis à Thierry, et c'est bien d'avoir pu le voir en vrai. Hmm. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience.